Donc avant de donner la parole à la rapporteure Brigitte Vogne, je tiens à dire combien ce travail correspond tout à fait au fil rouge que j'ai rappelé ce matin, je crois, dans mon propos introductif. Nous avons là la valorisation de tout ce tissu associatif qui démontre la capacité de mobilisation, d'engagement, souvent bénévole, il faut le dire, de milliers de citoyens. Nous sommes bien sûr confrontés à leurs interrogations sur la pérennité de leur mission, sur le respect du sens de leur projet, de leur objet associatif dans un monde mouvant. Il était donc bien dans le rôle de notre Assemblée d'en être la chambre d'écho et d'être force de proposition. À cet égard, c'est bien notre rôle, notre mission que de préconiser auprès de l'institution régionale, notamment du Conseil régional, des propositions claires pour améliorer la vie de nos concitoyens et donc du vivre ensemble dans notre région. Je tiens par conséquent à remercier nos collègues qui ont été d'une part à l'initiative de cette réflexion et de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué dans ce groupe de travail à enrichir cette réflexion. Je salue également l'exercice de production collective qui a su dépasser les chapelles. Je crois que c'était un enjeu lorsque le sujet avait émergé l'année dernière. Nous avions vu un danger que ce soit les associations parlent aux associations, et ici nous sommes la chambre d'écho de la société civile qui identifie des problématiques et qui doit porter auprès de tous, de l'institution régionale, mais pas seulement, des pistes d'amélioration et ne pas parler simplement entre nous de faire de l'entre-soi. Et merci Brigitte, Caroline, d'avoir su justement dans cet exercice valoriser ce travail dans ce sens. Vous avez su déplacer les clivages potentiels pour livrer une réflexion, je crois, partagée unanimement par les membres d'un groupe, une fois de plus, je le rappelle, transversal. Donc je vous cède bien volontiers la parole. Je te salue au titre de l'exécutif régional représentant la présidente de région, dont la délégation justement recouvre tout ce champ du monde associatif. Et je crois que Brigitte le rappellera, c'est plus de 12% de l'emploi salarié en Franche-Comté. Alors Brigitte et Caroline, vous avez la parole. Alors, nous sommes filmés, c'était l'engagement que nous avions pris l'autre jour, et cette vidéo sera ensuite sur le site internet. Donc, faites toutes et tous vos plus beaux sourires devant la caméra. Merci. Brigitte. Alors pour commencer mon propos, je ferai appel à deux auteurs, Patrick Vivray et Isabelle Despia, qui dans un livre intitulé « Communication et pouvoir » disaient « La crise écologique, la crise financière majeure dans laquelle nous sommes entrés, les inégalités sociales croissantes et la montée des courants autoritaires font de notre époque un moment critique pour l'humanité qui se trouve aussi face à la possibilité d'un saut qualitatif dans sa propre histoire. Un autre monde est possible si nous savons repérer et faire grandir une autre manière d'être au monde qui est déjà là. Persuadés que les associations sont des acteurs indispensables à la mutation de ce monde déjà là, le CESE souhaite attirer particulièrement l'attention sur les mutations qui traversent la vie associative en lien avec l'évolution des finances publiques. Je vous propose donc de balayer le document que vous avez devant vous. Et donc, dans un premier temps, je vous propose un regard sur les associations en Franche-Comté. Et je porterai ce regard en 4 points. Le premier point, c'est repérer que le tissu associatif en Franche-Comté est riche et varié. Le deuxième point, c'est sans doute un secteur que l'on méconnaît et dont il faut approfondir la connaissance. C'est un secteur dynamique, mais comment mesure-t-on cette dynamique? Et enfin,
quel est le poids économique de ce secteur dans notre région. Pour montrer que ce secteur associatif est riche et varié, je vous propose de regarder sur votre écran les documents de la CRES qui montrent par un nuage de mots le secteur sur lequel nous avons tenté de travailler et parmi lequel nous allons faire une focale un peu plus importante. Le premier nuage de mots concerne le secteur jeunesse, sport, éducation populaire. La taille des lettres montre l'importance des organisations et la couleur des lettres montre les secteurs à l'intérieur de ce secteur éducation populaire. Donc vous avez un deuxième nuage de mots qui correspond aux activités associatives pour la santé humaine. Et vous voyez que la richesse des associations et la richesse des champs investis. Un troisième nuage de mots sur le secteur financier, le secteur agroalimentaire, le commerce, etc., puisque là aussi, les associations agissent. Contrairement à ce qu'on imagine, on voit toujours les associations dans un seul secteur. Or, elles balaient une pluralité de secteurs infinie. Et le quatrième nuage de mots correspond au médico-social et aux mutualités. Et là aussi, le secteur associatif est très dynamique et propose énormément de services. On voit donc que dans une telle richesse, il est difficile d'étudier le secteur associatif comme une entité entière, mais il va bien falloir choisir à l'intérieur de ce grand ensemble quelque chose de particulier. Donc nous n'avons pu étudier tout le secteur associatif, c'était une mission impossible. Nous allons donc faire des focales sur des secteurs particuliers et on a choisi de traiter les associations de taille moyenne et principalement les associations du secteur jeunesse, éducation populaire et sport. Quelques chiffres pour bien comprendre aussi le monde associatif. Donc en Franche-Comté, le secteur associatif, c'est entre 21 000 et 23 000 associations. C'est entre 215 000 et 230 000 bénévoles. C'est aussi, dans notre région, 4 personnes sur 10 sont impliquées dans le secteur associatif, ce qui est quand même très, très important. Et pour vous voir un petit peu la différence, on est allé regarder ce qui se passait en Bourgogne, où il y a effectivement plus d'associations, entre 30 et 34 000 associations, entre 305 et 330 000 bénévoles, mais il faut faire aussi le ratio entre le nombre d'habitants de cette région avec le nombre d'habitants franc-comtois. Et on s'apercevra que le taux associatif en Franche-Comté est supérieur au taux associatif bourguignon. Maintenant, c'est très difficile, ces chiffres peuvent être tous interrogés. Parce qu'on manque d'indicateurs pour connaître vraiment ce secteur. En particulier, on connaît le nombre d'associations qui se créent chaque année. En Franche-Comté, il y en a 1000 chaque année qui se créent. Mais on ne sait pas, elles sont enregistrées à la préfecture, mais on ne sait pas combien d'associations disparaissent. On sait celles qui entrent, on ne sait pas celles qui sortent. On ne sait pas non plus dans quel secteur se créent principalement les associations, même si on a une tendance. On sait que c'est plutôt les petites associations qui se créent dans le secteur de la culture et du sport, mais on n'a pas d'indicateur pertinent véritable. On ne sait pas également cibler les régions porteuses de développement, c'est-à-dire est-ce que les associations qui se créent davantage dans le secteur rural ou davantage dans le secteur urbain. Donc on manque d'outils d'analyse, on ne sait pas non plus est-ce que c'est médico-social, est-ce que c'est... on ne sait pas non plus les secteurs véritablement. Donc on manque d'analyse pertinente pour bien comprendre la dynamique associative et le système associatif dans lequel nous sommes. Donc il va falloir que
qu'on puisse s'attarder sur ces indicateurs, qu'on puisse créer ces indicateurs, qu'on puisse créer ces outils d'analyse pour pouvoir comprendre véritablement ce dont on parle. D'autant que toutes ces associations qui se créent à moyens constants de financement public. Ça veut dire que plus il y a d'associations, plus il faut partager les subventions qui, elles, ne grandissent pas en même temps que les associations. Donc ça peut fragiliser le secteur, la dynamique de création, si elle n'est pas véritablement étudiée, peut devenir quelque chose qui peut fragiliser le secteur, alors que le secteur est finalement important. Donc le poids économique des associations. Les chiffres de 2013-2014 montrent qu'il y a 1088 créations d'entreprises, mais réparties quand même assez inégalement sur le territoire, puisque sur ces 1088 créations d'entreprises, 50% sont créées dans le Doubs, 25% dans le Jura, et 60% de ces créations concernent le secteur sanitaire et médico-social, qui lui est en croissance. 16% concernent le sport, mais le sport emploiera 50% des salariés qui vont avoir un emploi dans ces créations-là. Et le secteur associatif, c'est quand même 12,1% de l'emploi en Franche-Comté. Donc on a parlé ce matin du nécessaire changement de représentation sur les jeunes qui vont en apprentissage. Il faudrait aussi qu'on opère un nécessaire changement sur la vision du monde associatif et ce que sont les associations. Les associations sont des acteurs économiques et pas n'importe lesquels, puisqu'elles pèsent quand même 12,1%. Sur votre écran, vous avez une petite carte où on voit qu'on est dans les secteurs les plus porteurs d'emplois en France, puisqu'on est dans la zone bleu foncé, et que nos collègues de Bourgogne, eux, sont dans une zone beaucoup plus claire, puisqu'ils ont un poids de l'emploi d'à peu près 9%. Comme dans les autres secteurs, ce secteur-là est traversé par des mutations importantes qui impactent le monde associatif. Et nous allons étudier ces mutations en 3 points. Les mutations de l'action publique, une mise en concurrence croissante et un engagement associatif en mutation. Une remarque, les activités des associations ne naissent pas de l'initiative des pouvoirs publics. Une association naît de 2 manières. Soit elle naît effectivement pour répondre à un besoin ciblé par les pouvoirs publics, mais elle naît aussi d'une volonté citoyenne. Ce sont des citoyens qui se regroupent pour faire face à un besoin qu'ils ont repéré sur leur territoire. On prendra comme exemple par exemple, ce qui s'est passé dans le handicap, où là on a bien vu que c'était les citoyens qui avaient pris le problème à bras-le-corps et qui ont fait évoluer et la législation et le monde et créer des associations pour pouvoir faire face à des besoins qui étaient nécessaires sur le territoire. Donc on a ces 2 modes de naissance des associations. Les associations ont été, en particulier pour ce qui concerne les fonds publics, très impactées par la décentralisation. Donc, alors, comment elles ont été impactées? Souvent, les associations, en particulier les associations de taille moyenne, avaient comme interlocuteurs des partenaires de l'État. Et il n'a pas été simple pour elles de se faire reconnaître par le partenaire régional. Ça a demandé un travail supplémentaire et des choses nouvelles à mettre en place. Il y a également, à partir du moment où on a fait cette décentralisation, des nouveaux rapports qui sont nés entre les élus des territoires et les élus associatifs, surtout en milieu rural, avec parfois, on a repéré une espèce de confusion des pouvoirs. Parfois aussi, le sentiment de certaines associations
ou de certains élus d'être victimes soit d'être récupérés, soit au contraire d'être totalement rejetés. Donc ça a été un des effets de la décentralisation. Un autre effet est lié à la territorialisation. La territorialisation est nécessaire puisque les associations répondent à des besoins de territoire et en particulier des besoins de proximité. Donc il est important que cette territorialisation s'opère. Mais avec un découpage du territoire qui ne correspond pas nécessairement pour les associations au découpage qu'elles auraient souhaité. Donc ça a généré quelques problèmes supplémentaires. Il y avait aussi des exigences sectorielles avec en corollaire des documents de programmation très compliqués. On a des schémas, des plans, des contrats qui naissent dans tous les territoires et il faut que l'association apprenne à faire avec cet ensemble d'outils de programmation qu'elle ne maîtrise pas nécessairement. Et il faut des compétences spécifiques et des forces humaines spécifiques pour pouvoir aborder un tel mélange de documents de programmation. Ce n'est pas forcément un mélange, mais c'est compliqué pour les associations. Et il faut également repérer qu'il y a un décalage entre le temps associatif et le temps administratif. L'administration fait un programme qu'elle s'inscrit dans un temps, qui est le temps administratif. Les associations qui veulent généralement, en particulier quand elles sont de taille moyenne, qui ont pour vocation d'avoir une gouvernance associative collaborative, ne prennent pas des décisions immédiates. Elles réunissent leur conseil d'administration, elles vont voir les gens qui font partie de l'association et ils leur font un certain temps. C'est le temps associatif. Et donc, c'est parfois pas simple de composer, quand on est une association, avec le temps administratif. Et puis, on assiste à une troisième mutation qui est la transformation des subventions en commandes publiques. Et là, c'est un vrai problème pour les associations parce que quand on répond à une commande publique, on n'est plus celui qui décide, qui imagine une solution, qui a analysé un territoire et qui voudrait répondre à un besoin. On devient un prestataire, un besoin qui a été identifié par quelqu'un d'autre qui a déjà imaginé un profil de solution. Et ce n'est pas le même travail. On assiste donc là aussi, ça pose aussi des problèmes aux associations parce que ces appels remettent parfois en cause les valeurs mêmes de l'association. Alors elle est prise sous une double injonction, la nécessité de répondre à la commande publique si elle veut perdurer, si elle veut vivre, mais est-ce que cette commande publique est totalement cadrée aux valeurs portées par l'association ? Donc à un moment donné, il y a des réflexions à conduire et qui prennent également du temps si on veut véritablement être conforme et faire les choses telles que, dans le respect de ce que l'on est. On a également un développement de l'appel à projet. Et là, l'appel à projet, c'est un petit peu différent. On a un peu plus de liberté, c'est-à-dire le partenaire public lance un appel à projet qui est une problématique générale, et les associations répondent à cette problématique en ayant quand même une espèce de liberté pour construire le projet. Donc ils sont dans un cadre défini, mais là, ils ont une liberté d'action à l'intérieur de ce cadre. Donc l'appel à projet permet quand même une capacité d'innovation pour les associations et leur donne également une capacité d'initiative. Donc ce qui semble assez important. Et donc tout ça, ça correspond principalement aux associations de taille moyenne et on dira qu'une association de taille moyenne, c'est une association qui a un chiffre d'affaires, c'est un mot qui devrait être compris et qu'on utilise dans le secteur associatif, compris entre 10 000 et 500 000 euros. Ce sont pour nous des associations de taille moyenne.
Une autre mutation traverse les associations, c'est l'engagement associatif qui est en pleine mutation. Alors, souvent, on a tendance à dire qu'il y a une crise du bénévolat. Tous les acteurs que nous avons rencontrés, les conférences auxquelles nous avons assisté, les documents que nous avons lus, nous montrent qu'il n'y a pas de crise de bénévolat. Le bénévolat va changer de nature, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a toujours des bénévoles. Par contre, il y a une crise de l'engagement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Être engagé, c'est s'inscrire sur une action, sur un terme assez long et avec des responsabilités dans cette action. Et là, on se rend compte, le document dit « cherche président désespérément », donc voilà, il est très difficile de trouver des gens qui prennent des responsabilités. Et on sait, on a quand même une idée du pourquoi de cette crise de l'engagement. D'abord parce que la vie associative devient complexe. Elle est traversée par un appareil législatif de plus en plus compliqué qu'il faut maîtriser. C'est un vrai métier et donc qui donne des responsabilités, puisqu'on a des responsables associatifs qui vont devant les tribunaux quand même. On sait que les responsables associatifs, je crois avoir regardé que les prud'hommes de Franche-Comté sont très souvent saisis sur des problèmes d'emploi associatif. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un vrai souci et ça fait peur à des bénévoles. Ça leur fait peur de s'engager dans quelque chose qui peut prendre autant de temps, qui demande autant de spécialisation et qui présente autant de responsabilités. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les responsables associatifs ont besoin de compétences très importantes. On va le voir après, ça voudra dire qu'il va falloir les accompagner par des dispositifs de formation excessivement importants. Et puis, il y a une hausse de professionnalisation importante, y compris même sur l'ingénierie, sur les prestations, qui sont de plus en plus exigeantes. Et donc, il faut être capable, quand on est dirigeant associatif, il faut être capable de gouverner, c'est-à-dire de gérer des ressources humaines, c'est-à-dire de gouverner financièrement. C'est aussi conduire des projets et c'est aussi évaluer ces projets. Je n'ai encore pas parlé de l'évaluation des personnels, mais quand on est gouvernant, on évalue tout en général. Et ce n'est pas toujours simple. Le bénévolat, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas de crise de bénévolat. On a toujours autant de bénévoles. Mais les bénévoles, en fait, ont changé de nature. Le bénévole, aujourd'hui, est un zappeur. C'est-à-dire qu'on s'inscrit, on devient bénévole sur une activité particulière. Par exemple, il faut aller aider à monter des stands pour une fête. Alors là, vous avez des gens qui vont venir dans l'association et qui vont dire « moi, je veux bien venir aider ». Ils sont bénévoles dans cette association-là. En fait, leur objet, c'est un objet qui est plus personnels, ils ne s'inscrivent pas sur un engagement de valeur, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ils ont une autre recherche dans l'engagement bénévole. Ils sont plus centrés sur des besoins personnels, des besoins d'utilité sociale, des besoins de reconnaissance. Et ils n'ont pas envie d'un engagement longue durée. Donc ils vont sur une activité qui les intéresse à un moment donné et ils y vont par amitié pour celui-ci ou pour celui-là ou par intérêt pour l'activité en question. Donc le bénévolat a changé de nature. Et donc on est bénévole et pas très longtemps et pas toujours au même endroit. Toutes ces mutations impactent naturellement les modèles associatifs économiques. Et donc, le modèle économique des associations est en plein bouleversement. Et ce bouleversement a des incidences fortes sur les politiques publiques locales et sur la vitalité du tissu associatif.
Alors, on s'aperçoit que dans les associations, il y a une pluralité de modèles économiques. Il serait peut-être important, à ce moment-là, de préciser les constantes du modèle associatif. Parce qu'il y a des constantes dans toutes les associations, des constantes de modèle. Pour être une association, on respecte un principe de non-lucrativité. On peut faire des excédents malgré ce qu'on dit. Hein. On ne peut pas faire de bénéfices qui seront répartis chez des actionnaires. Ça, c'est pas associatif. Les excédents sont traités d'une certaine manière. Ils peuvent être réinvestis soit dans des activités, soit dans l'amélioration des conditions d'exercice de ces activités. Mais on ne fait pas d'excédents qui sont distribués à quelqu'un. Ça, c'est une constante du monde associatif. C'est une mission, généralement, l'association se donne une mission d'intérêt général ou d'utilité publique. C'est le propre des associations. Et dans les associations, on note une forte implication des bénévoles. Et cette implication des bénévoles dans le monde associatif doit s'effectuer à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la conception, au niveau de la mise en œuvre, au niveau du suivi, et j'ai rajouté, je me suis permis, au niveau de l'évaluation. Voilà. Si on regarde le tableau que vous avez, je crois qu'il est page 11, sur les modèles économiques, on s'aperçoit par exemple que le financement public dans le secteur sanitaire et social, c'est 61%. Dans l'éducation, c'est 47%. Dans le développement local, c'est 72%. Et pour l'éducation, donc 47, j'ai dit, et pour le sport, la culture, les loisirs, 30%. Donc la montée en charge des financements locaux accroissent les dépendances au contexte économique local et, avec en corollaire, le risque d'accroître les inégalités territoriales. Parce que le local n'est pas... il y a des communes riches, des communes moins riches, et donc on ne distribue pas l'argent en toute égalité sur tous les territoires. Donc cette espèce de soumission, quand on est à 72% de financements publics locaux, eh bien on a intérêt à vivre dans une région riche. Mais quand on est à 72% d'une région pauvre, c'est un peu plus difficile. Donc il y a beaucoup d'inégalités. Si on n'y prend pas garde, ce secteur-là va favoriser les inégalités territoriales. Voilà. Quand on regarde la recomposition des financements publics, alors vous m'excuserez, mais j'ai sur ma diapositive, j'ai fait des petits carrés, mais je n'ai pas respecté les échelles. Hein. Donc, voilà, c'est approximatif. Donc, on s'aperçoit que les plus gros financeurs dans les associations sont les départements. Tout de suite derrière viennent les communes, puis l'État, et en dernier ressort, la région. Donc, si je regarde le tableau que vous avez, page 12, les financements publics ont augmenté de 12% entre 2005 et 2011. Ce chiffre est quand même à réinterroger parce que dans les hausses de financement public, on a globalisé aussi bien le financement de la vie associative que le financement des prestations réalisées. Donc ce chiffre aussi mériterait d'être interrogé d'une manière plus fine en faisant une analyse très précise sur finalement ce qui compose ces financements, ce qui semblerait assez important. En tout cas, cette élévation de 12% des financements publics vient du fait principalement du très grand développement du secteur médico-social.
les hausses de financement, c'est donc principalement le paiement d'activités qui ont été déplacées vers le monde associatif. C'est pour ça que ce chiffre a augmenté de cette manière-là. En fait, on paie des prestations médico-sociales. Et puis aussi, une hausse des charges incompressibles dans les associations. Parce que ce secteur-là, à partir du moment où il est générateur d'emplois, se demande d'être organisé et on a les mêmes hausses que n'importe qui sur le personnel et sur l'organisation. On assiste également à une explosion de la commande publique. Alors, jusqu'à présent, beaucoup d'associations bénéficiaient de subventions. Les subventions ont tendance à s'amenuiser d'année en année pour être remplacées par des commandes publiques, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et que la commande publique donne quand même beaucoup moins de liberté aux associations, beaucoup moins de capacité d'initiative, et elle ne prend généralement pas en compte le fonctionnement de nos organisations. Donc ça, c'est un vrai problème pour les associations. Donc on a de plus en plus de commandes publiques puisqu'on pense que la commande publique a augmenté de 73% par rapport aux années antérieures. Donc ça a une incidence forte parce que beaucoup d'associations se trouvent finalement en difficulté et donc beaucoup d'associations disparaissent. Donc on a un appauvrissement du tissu associatif. Et on a cet appauvrissement. Et là aussi, on n'a pas d'indicateur vrai, pertinent, qui nous permettrait de voir si ça s'appauvrit plus dans le rural que dans l'urbain, si ça s'appauvrit plus dans la jeunesse ou dans le sport. On n'a pas de vrais indicateurs dynamiques pour analyser ce secteur. Et ça devient vraiment urgent par rapport à l'importance de ce secteur dans le monde économique et dans le monde social. Il est vraiment impératif qu'on sache analyser ce qui se passe dans nos associations. On a également une concurrence qui naît parfois entre les petites et les grosses associations. Les grosses associations ayant souvent tendance à capter les fonds. D'abord parce qu'elles savent mieux monter les dossiers, et puis parce qu'elles savent mieux se vendre souvent. Elles ont des gens, des personnes qui savent faire ça. C'est beaucoup plus difficile pour les petites associations. Donc là, on a finalement une concurrence qui naît et qui n'est pas au service de notre société. Donc il faudrait vraiment réinterroger la subvention. On a une injonction paradoxale en même temps. On nous dit, il faut que vous soyez concurrents par rapport au secteur marchand, mais en même temps, vous n'avez pas de but lucratif. Donc, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on sache sur quel pied on va danser. On a également, on a dit la hausse du projet, et le projet, c'est quand même un problème parce que le projet, il a un dimensionnement particulier. On peut répondre à un projet local, mais on peut avoir un projet national. Et donc, la réponse à appel à projet demande une configuration et une organisation de l'association qui est totalement différente par rapport au secteur où elle va se trouver. Alors, les répercussions de ces changements-là, toutes ces mutations qu'on a vues, ne sont pas totalement analysées. On voit des choses ici et là, on repère des choses, mais rien, il n'y a pas d'études véritables faites pour pouvoir écrire ces mutations impactent les associations de telle manière, et si on savait faire ça, on saurait faire des préconisations qui seraient les plus efficientes possibles, mieux qu'efficaces, efficientes. Les associations vont également chercher des fonds européens. Alors, sur mon diaporama, vous voyez que ça a changé. Ma diapositive a changé. J'avais fait une diapositive où, en fait, derrière la couronne des étoiles européennes, il y avait un fil barbelé. C'était le fil barbelé qui arrivait à la couronne européenne. C'était un peu provoque, mais je m'explique. Ça veut dire que le fonds européen, c'est sûrement quelque chose de très bien, mais c'est quelque chose de
très, très complexe. C'est très complexe parce que il faut savoir parler Europe. Moi, j'ai monté personnellement des programmes européens dans le domaine de formation et j'ai appris à parler européen. Je disais toujours, j'ai appris à parler européen. Il y a des mots à dire, des mots à pas dire, des expressions à avoir, des expressions à ne pas avoir. Il faut savoir parler européen. C'est quand même pas toujours simple pour une association. Et il y a une lourdeur de gestion qui est souvent incompatible avec les moyens des associations. Cependant, il faut quand même dire que 23% du FSE et du FEDER régional ont bénéficié au secteur associatif. C'est bien pour ça que je suis quand même contente qu'il y ait les étoiles. Mais c'est pour arriver à l'étoile que c'est compliqué. C'est vraiment un chemin difficile. Ensuite, les règles d'éligibilité des pouvoirs. Quand on regarde les programmes européens, il faut savoir si on est éligible. Et ça aussi, c'est pas si simple à comprendre pour un responsable associatif. C'est pas qu'ils sont sots, les responsables associatifs, mais c'est que ça demande une vraie compétence et que, voilà, on sait le faire, mais il faut nous donner du temps pour le faire. Et puis, il faut nous aider à le faire. Même la région, d'ailleurs, a mis en place des dispositifs pour nous aider à faire. Et de plus en plus, les dispositifs sont actifs. Mais les responsables associatifs ne savent pas nécessairement faire appel à l'interlocuteur pertinent qui pourrait les aider. Parce qu'il existe. Il y a un délai de paiement qui était très long quand même. Et ça mettait en difficulté de trésorerie, nombre d'associations. Alors il est à noter quand même que tous ces critiques devraient trouver leur résolution dans les programmes européens 2014-2020, puisqu'il est question d'alléger les procédures, il est question de faire des paiements plus réguliers, et donc toutes les difficultés qu'on a connues jusqu'à maintenant devraient pouvoir être résolues. C'est quand même une bonne nouvelle. Dans les associations, on assiste également à la privatisation des ressources, parce qu'effectivement, les associations sont en difficulté financière et ont recherché des moyens d'équilibrer leur budget. La première privatisation des ressources, celle qu'on a repérée, c'est l'appel à participation des usagers. C'est la solution la plus simple qui a été trouvée, c'est-à-dire on essaie d'avoir plus de militants, on augmente les cotisations et on augmente les prestations. C'est ce qu'on appelle la participation des usagers. On augmente aussi les revenus issus de ventes. De plus en plus, on essaie de faire des ventes. Alors, dans le secteur sportif, c'est simple. On vend des t-shirts, des casquettes, des petits drapeaux, etc. Donc, et on essaie de faire un petit bénéfice qui va permettre à l'association de vivre. Dans les autres associations, on peut vendre des prestations. Par exemple, on a monté un projet avec une ingénierie spécifique qui a bien fonctionné et on peut aller la vendre à d'autres associations qui rencontrent la même problématique et qui pourraient utiliser notre savoir-faire pour monter elles-mêmes des projets. Donc, cette privatisation des ressources a quand même des conséquences puisque à partir du moment où le premier modèle qu'on a choisi pour augmenter les ressources, c'est l'appel aux usagers, ça nous met quand même parfois en rupture avec nos principes d'égalité et nos principes de mixité sociale. Il faudrait faire attention que les associations ne se mettent pas à vendre des produits qui deviennent trop chers pour que les plus humbles puissent y avoir accès. Donc ça, c'est un souci permanent qu'ont les associations et donc d'où le fait qu'on souhaite véritablement que les subventions perdurent. Il y a aussi des autres financements que l'on peut trouver. Alors, on a par exemple, on se rend compte que le crowdfunding est très en hausse.
C'est-à-dire qu'en fait, on fait l'appel à la charité publique, en gros. C'est un petit peu ça. On va sur le trottoir, on dit vous connaissez l'association Intel, voilà, et on va chercher un petit peu d'argent. Ça peut être ça, mais on peut aller le chercher sur Internet aussi. Comment ? On va le chercher sur Internet. On peut trouver des financements innovants. On en a déjà trouvé, le don digital, avec qui est sur les transactions quotidiennes. Par exemple, on fait des arrondis aux caisses au bénéfice des associations, des arrondis sur salaire, ça s'est fait dans certaines entreprises qui peuvent profiter aux associations. Ce sont donc des autres façons d'imaginer des participations au fonctionnement des entreprises. Et puis il existe tout un champ qu'on n'a sûrement pas encore inventé, puis qui reste à trouver. Et je pense que les associations et nous tous ensemble, on est peut-être capables de trouver encore d'autres choses. Alors, ça veut dire qu'à partir du moment où on travaille sur ces fonds-là pour réussir à équilibrer, ce sont des choses qu'on n'est pas capable de projeter dans un budget, en tout cas de projeter précisément. C'est-à-dire combien on va recevoir, comment on va monter notre budget. Bon, on monte des budgets sincères, mais c'est quand même un peu aléatoire. Donc, quels impacts sur la croissance des associations ? Et souvent, les associations, finalement, ne peuvent pas se projeter dans ces modèles. Et les difficultés qu'elles rencontrent s'accroissent. Et bien souvent, et on peut le regretter, c'est l'emploi qui devient la variable d'ajustement des finances associatives. C'est-à-dire, quand on n'a plus d'argent, on supprime un emploi. C'est la seule variable qui reste encore accessible et à laquelle les associations font appel, et c'est bien évidemment regrettable. Aujourd'hui, on peut considérer que 6 associations sur 10 sont en difficulté, ce qui fait quand même beaucoup. Alors, on sait, après ce paysage en noir et blanc des associations, la Commission a souhaité élaborer quelques pistes pour maintenir la vitalité du monde associatif en Franche-Comté et en grande région pour plus tard. Alors, ces pistes se partagent en deux, des pistes qui sont finalement du ressort des politiques, et la deuxième chose, des pistes qui sont du ressort des associations elles-mêmes. Un problème ne trouve jamais sa solution qu'en demandant à l'un de faire quelque chose si on ne demande pas à l'autre. Donc on va voir ce que l'on demande à chacun. Il nous semble important de conforter la vitalité et de préserver la diversité du secteur associatif. Conforter la vitalité et préserver la diversité, on a vu que quand on voit le champ que recouvrent les associations, il est important qu'elles demeurent. Donc je pense que c'est indispensable de conforter. Et comment est-ce qu'on le peut faire ? C'est d'abord en ayant une volonté politique très claire pour ce projet et en ayant une implication significative dans le soutien du monde associatif. La première chose, c'est sûrement lui redonner de la visibilité. C'est-à-dire, on sait beaucoup de choses sur le monde associatif, mais on ne communique pas vraiment. Et donc, il faudrait quand même qu'on soit capable de le rendre un peu plus visible, et dans ses valeurs, et dans ce qu'il représente, et dans l'importance qu'il a dans le secteur socio-économique. Il faut également construire avec ce monde associatif, construire et penser l'avenir. C'est-à-dire avoir une vraie vision perspective de cette politique, non seulement pour aujourd'hui, où il faut conforter, mais pour demain. On sait les mutations qui vont le traverser. Comment est-ce qu'on va faire face à ces mutations ensemble ? Il est impératif également d'engager une réflexion sur les impacts de la société de la connaissance. Parce que là, on a vu sur le financier, on peut faire appel à des choses qui sont via Internet, etc. Mais on ne sait pas, il existe énormément de réseaux qui naissent, des réseaux sociaux, etc., qui sont des
type d'association et qu'on ne sait pas repérer vraiment, on ne sait pas comment ça fonctionne, etc. Et il va falloir quand même qu'on soit capable d'agir avec tout ça. Il faut réaffirmer que ce secteur est un vecteur de cohésion sociale. C'est essentiel. Il faut réaffirmer que les associations sont un vrai acteur économique et qui pèse. Et il faut réaffirmer que les associations sont des acteurs du développement du territoire. Je regardais quand on construit, alors je ne vais pas donner un exemple français, je vais donner un exemple aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, quand on construit une cité, moi j'ai assisté aux premières constructions dans les terres reprises sur le polder. On construit en premier lieu l'école, la mairie, les crèches et la bibliothèque. Donc, dans une entreprise, si près d'une entreprise il n'y a pas la dynamique nécessaire pour que les gens puissent trouver à éduquer, donner des loisirs aux gens qui sont dans l'entreprise s'inscrit plus difficilement dans un territoire désert. Donc on est bien un acteur du développement des territoires. Et il est important également de susciter un débat public au niveau régional autour de cette problématique des associations. Et la première chose que l'on pourrait faire, c'est de clarifier la notion même d'association. Pour mémoire, il faut rappeler les principaux fondamentaux sur le monde associatif. La liberté d'association, c'est un droit. Et les associations ont une gouvernance qui repose sur un fonctionnement délibératif et participatif. Les associations visent à associer le plus grand nombre possible d'individus et elles respectent leur statut et leurs valeurs. Pour être une association, il faut avoir une gestion désintéressée, subordonnée à un but non lucratif. Et il faut avoir un projet reposant sur le partage des responsabilités entre bénévoles et salariés et un fort ancrage des projets dans le territoire. Et ces principes fondamentaux doivent être rappelés pour coélaborer des politiques publiques. Et pour coélaborer ces politiques publiques, il semble important d'associer une pluralité d'acteurs, les élus associatifs, les bénévoles, les salariés. Il se trouve que très souvent, dans les réunions qui sont organisées, on n'a pas toujours les représentants de ces associatifs. On a souvent les salariés qui vont discuter des politiques de l'association. Et les élus des associations ne sont pas nécessairement, c'est pas une volonté du politique, c'est un problème des associations, hein, c'est clair. Et donc ça pose quand même un problème. Donc il faudrait que tous ces acteurs-là soient associés. Il faudrait également qu'on assure dans ces réunions la représentativité des territoires, ruraux et urbains. Et il faudrait que pour se parler, pour co-construire, on adapte une ingénierie d'animation de projet qui prend en compte la réalité humaine des territoires et des ressources mobilisables. Et il faut favoriser les coopérations. Ces préconisations correspondent aux articles 3.5, 3.6 et 3.9 de la charte qui a été signée avec les partenaires associatifs, l'État et la région de Franche-Comté. Donc, qui nous semble être quand même un grand pas pour améliorer le système et le fonctionnement collaboratif des associations et de nos politiques régionales ou territoriales. Un autre problème, cette fois-ci, qui concernerait les associations,
c'est il faut développer l'évaluation partagée. C'est parfois un mot qui fâche dans les associations, l'évaluation, mais qui est quand même quelque chose d'indispensable. Je voudrais rappeler ce que disait la CPCA, je crois. L'évaluation ne consiste pas à fixer des objectifs, contrôler des processus, enregistrer des résultats, mais conserve la mise en mouvement des acteurs, la mise en œuvre des situations sociales, la mise en valeur des ressources manifestes ou cachées. L'évaluation contribue à relever le niveau de l'action, c'est-à-dire à faire émerger d'une réflexion collective sur l'action les forces de proposition et les capacités de négociation pour des actions inédites ou des organisations innovantes. Il est donc impératif de pratiquer une évaluation partagée comme opportunité de débattre, comme opportunité d'implication des acteurs, comme opportunité de réintroduction du sens de l'action, comme opportunité de questionnement de l'efficacité au quotidien, comme opportunité de mesure d'impact sociétal. Jusqu'alors, nous ne savons pas mesurer l'impact sociétal, bien que certains chercheurs du CNRS ont édité il y a peu de temps une grille de mesure d'impact. Donc, le travail est en marche. Et il faut en même temps, à distinguer de l'évaluation, simplifier les contrôles. Il serait également important de développer un réseau régional. Le travail est engagé, c'est-à-dire qu'on ne part pas de rien, le réseau régional est né, il existe. Il existe une instance de coopération, le Fonds de développement de la vie associative, qui a pour vocation la coordination du développement. Une conférence régionale, la CPCA, qui a pour vocation l'animation, la coordination des têtes de réseau, la mise en réseau d'acteurs d'accompagnement et d'appui aux associations, la coordination de l'offre de formation et la mise en place d'une plateforme pour la formation des associations. Donc le travail est engagé, mais il faut continuer à le développer. Il faut animer une dynamique. Il y a des actions également qui sont engagées. En particulier, j'ai oublié de faire référence au DLA, le dispositif local d'accompagnement des associations qui existe. Voilà. Il faut également animer une dynamique pour améliorer le dialogue et pour construire un réseau plus large. Donc là aussi, les actions sont engagées. Je rappellerai le soutien de la région au DLA, le soutien de la région au CRAGEP, par exemple, qui propose de réunir plusieurs associations pour mettre en place des projets porteurs sur une région. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à soutenir et à développer. Il serait important d'adapter les outils de financement pour favoriser une équité territoriale, c'est-à-dire essayer de faire une péréquation de façon à ce que les régions plus pauvres bénéficient davantage que les régions plus riches. Il faut viser le long terme et consolider le présent, et il faut faciliter les demandes de subventions. Pour favoriser l'équité territoriale, le CESE propose d'engager une réflexion sur l'équilibre du tissu associatif régional, notamment entre le milieu urbain et rural, en tenant compte des actuels dispositifs de péréquation. Pour viser le long terme et consolider le présent, le CESE rappelle que 50% des associations connaissent des difficultés économiques. Pour réhabiliter la subvention, le CESE préconise un groupe de travail qui réunirait les acteurs concernés et qui permettrait d'engager une réflexion régionale. Et pour faciliter les demandes de subventions, le CESE propose de mettre en place un portail régional commun de demande de subventions en ligne, sous réserve des systèmes de dématérialisation déjà en place dans certains secteurs, comme par exemple politique de la ville.
des associations qui bougent et un monde qui bouge. Alors ça, c'est le travail des associations. On ne peut pas être dans un environnement mouvant et rester le même. Donc il est impératif que les associations revisitent leurs projets associatifs pour développer une vision projective, pour redonner du sens à ce projet et développer des actions, pour renforcer les valeurs porteuses de leur projet, en particulier les valeurs d'égalité, de mixité et d'engagement, et pour décliner les modalités de gouvernance. Il faudrait aussi que ces associations engagent une réflexion stratégique sur leur modèle socio-économique, en essayant de développer des partenariats avec les entreprises. À ce propos, on se rend compte que le partenariat avec les entreprises n'est pas très développé parce que les incitations fiscales de ce que l'on donne en entreprise sont moins intéressantes et donc les entreprises font du mécénat plutôt ailleurs. Mais il n'empêche qu'il y a d'autres façons de travailler avec les entreprises et en particulier, on peut faire des échanges de savoir. Une entreprise peut, par exemple, mettre à disposition d'une association une photocopieuse ou un bureau, etc. C'est aussi une façon de soutenir une association. Ce n'est pas qu'en donnant de l'argent qu'on soutient une association. En même temps, les compétences développées dans les activités des associations peuvent également bénéficier à l'entreprise. Donc c'est cet échange donnant-donnant qui peut être très intéressant sur un partenariat avec les entreprises. Les associations devront veiller à diversifier les ressources privées et pas que faire appel aux usagers. Il faudrait également développer le recours au financement alternatif et participatif. Et il faudrait optimiser les fonctionnements. Donc, il n'est pas impossible de créer, par exemple, à un moment donné, le programme régional avait mis une action cadre à temps partagé dans l'industrie, je crois. Et pourquoi pas faire une action comme ça il y a très longtemps. Non, c'est pas ciblé simplement. C'est pas voilà. C'est ciblé pour tout le monde. Voilà. Tout le monde, c'est pas simplement. Voilà, ça existe toujours. Alors pourquoi pas On peut avoir accès à tous les dispositifs, quel que soit le statut. Alors donc pourquoi pas revoir, optimiser son fonctionnement en partageant certaines fonctions. Beaucoup déjà d'associations ont déjà globalisé des fonctions comme la fonction comptabilité, etc. On a des exemples en Franche-Comté où des associations ont déjà fait des regroupements comme ça pour optimiser leur fonctionnement. Et puis valoriser le bénévolat. Alors là aussi, c'est déjà quelque chose qui a été fait. Beaucoup d'associations essaient de mesurer le coût du travail réalisé par les bénévoles pour le mettre dans leur budget, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Voilà. Donc il faut faire attention non plus qu'on ne change pas de législation en augmentant trop les choses. Voilà, donc il faut être prudent, mais il n'empêche qu'il faut valoriser le bénévolat. Je pense aussi qu'on peut valoriser le bénévolat, pas seulement en mettant des incidences financières sur un budget, mais valoriser le bénévolat en reconnaissant les compétences des bénévoles dans leur activité et en particulier, pourquoi pas, dans des dispositifs de validation des acquis de l'expérience, ce qui existe déjà. Et enfin, je terminerai par fusionner en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a vu le paysage franche-comtois des associations, mais qu'on va fusionner avec la Bourgogne. Alors, finalement, quels effets pour les associations ? On sait déjà que des associations vont se regrouper ou même fusionner. On a déjà le cas. Voilà.
on est certain qu'il va y avoir des mécanismes de convergence des politiques publiques régionales qui sont différentes. Si je prends par exemple la région Franche-Comté ne donne pas de subventions à certaines associations en particulier pour le fonctionnement, alors que la Bourgogne donne dans les associations. Donc il y a des choses qui sont plus favorables en Bourgogne, il y a des choses qui sont nettement plus favorables en Franche-Comté. Faut le dire aussi. Et puis il va y avoir avec tout ça une recomposition de jeux d'acteurs, puisque cette fusion ne peut pas aller sans. Donc le Conseil économique alerte sur le risque d'uniformisation et souhaite le maintien d'un ancrage local. Le Conseil économique et social propose de procéder systématiquement à une étude d'impact et de faisabilité concernant les actions à engager. Et le CESE prend acte de l'engagement 6.7 de la charte signée État, région, monde associatif. Et pour finir, une note d'optimisme avec Albert Jacquard qui dit « Là, on est dans une mutation, un appel au renouveau, c'est-à-dire que ce qui était bon avant ne l'est plus forcément après. C'est une occasion extraordinaire de tout changer. » Et j'assortirai d'une remarque utile aux propos financiers de cette communication et que j'emprunterai cette fois à Albert Einstein. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Je vous remercie de votre attention. On a des applaudissements spontanés, je crois qu'ils en disent plus qu'un long discours. Un travail riche, documenté, structuré, exprimé de manière très pédagogique. Et franchement, en moins de 6 mois, avec un groupe transversal issu d'un renouvellement tout de même récent, 18 mois, eh ben, je trouve que vraiment c'est un beau travail. Et le piège a été évité, que ce soit les associations qui parlent aux associations, et ça s'adresse bien à toute la société civile, aux acteurs publics, aux entreprises également, aux acteurs privés, et avec de véritables pistes, puisqu'il y a quand même sur 13 pages, vous développez des propositions. Merci vraiment au groupe, bien entendu, et au tandem que vous avez formé avec Caroline comme animatrice de ce groupe de travail. Je voulais simplement souligner que je ne suis que le rapporteur d'un travail collectif. Oui, c'est bien ce que... Est-ce qu'à cette étape, Caroline, tu veux donner des compléments avant que l'on ouvre la discussion ? Non, ça a été suffisamment bien exprimé par Brigitte. Mais écoutez, la parole circule. Est-ce que tout a été dit ? Je ne vois pas de... Ah, sur ma droite. Daniel. Géographique. Oui, sur la droite géographique. Moi, j'ai d'abord une petite remarque de forme. Moi, j'ai été un auditeur libre dans ce groupe et un électron libre. Et j'ai été très touché de figurer dans la liste des membres du groupe, mais c'est un peu indûment, et il me semble important de le dire. Moi, je sors de ce travail à la fois très content et très frustré. Je sors frustré à cause de la brièveté et à cause du nombre de mutilations qu'on s'est imposées au cours de ce travail pour ne traiter que le sujet qu'on a traité et pour l'évoquer plus que le traiter. Et moi, il me semble, alors ça c'est un peu l'animateur de la commission cadre de vie et société qui parle, il me semble que ce travail, il faut le concevoir comme une maquette, comme un rapport d'opportunité. Et je demanderai vraiment à nos collègues au CESE de plaider très fort pour que dans le futur CESE, cette maquette se transforme en une véritable autosaisine. Merci. Alors, Jean-Claude Perrin et Pierre Alixon. Jean-Claude.
D'abord, la CFDT tient à souligner la qualité de cette communication, issue de modalités de travail inédites, tant sur les modalités que sur le choix du sujet. Gageons que les travaux successifs élaborés dans des conditions similaires, dont nous débattrons dans les prochaines séances, porteront aussi ce mérite. Le thème retenu sur la vitalité des associations est pertinent dans un contexte d'évolution de l'environnement institutionnel, économique et technologique, qui nécessite de développer de nouveaux outils d'observation, comme cela est dit dans l'introduction. La partie diagnostique est correcte. Elle reprend toutes les grandes références incontournables et les positionnements du mouvement associatif en les adaptant à la Franche-Comté. L'accent mis sur l'évolution du financement des associations par appel à projets, mais surtout par marché public, est utile. Cela permet de tirer les conclusions de la concurrence pas toujours saine ni loyale qui s'instaure entre associations. Cette concurrence porte essentiellement sur le prix des prestations. La conséquence est la nécessité de s'organiser pour être le moins cher par fusion ou sous-traitance. Cela a des répercussions sur le fonctionnement associatif et sur les relations entre associations. Enfin, la partie sur l'impact de la fusion des régions sur les associations régionales est utile. Certaines associations régionales fusionnent actuellement, d'autres étudient la possibilité de le faire, d'autres s'y refusent. Il y a une véritable question du territoire pertinent pour un projet associatif. Que le Césaire puisse faire avancer la cogitation sur cette question serait bien. La CFDT aurait souhaité que soient un peu plus mis en avant les facteurs institutionnels d'évolution qui sont pointés dans le rapport, notamment la charte régionale État, Conseil régional, mouvement associatif. L'instance de coordination du développement de la vie associative est la conférence régionale de la vie associative. Ces originalités régionales, qui n'ont à ce jour leur équivalent ni en Bourgogne, ni dans la quasi-totalité des régions françaises, doivent vivre. Ça se trouve page 23-24. Nous proposons que dans leur feuille de route soient inscrits les points suivants, qui sont plus ou moins esquissés dans la communication. La mutualisation, c'est ce qui est martelé dans la conclusion. Nous insistons sur ce thème crucial pour les associations de taille moyenne. Mutualiser sur un même territoire, et pas seulement par grandes catégories. Mutualiser la formation, la veille sur les évolutions législatives, les RH, la pertinence de fusionner ou pas en grande région, l'aide aux réponses aux appels d'offres, la participation aux projets européens, les achats, la gestion de sites Internet, voire les emplois partagés de secrétariat, comptabilité. Le territoire est la maille la plus cohérente et sera facteur de développement local. Mutualiser les savoir-faire, les expériences, c'est vital dans le contexte actuel. Deuxième point, l'observation des créations des associations. Sur le millier de créations d'associations, il y en a toujours une dizaine d'originales qui sont autant de signaux plus ou moins faibles d'évolution de la société. Il serait intéressant de les relever. Troisième point, l'aide à la réflexion sur la fusion ou pas, la pertinence, le rapport perte de temps et bénéfices espérés. Il y a une vraie question du territoire pertinent pour un projet associatif. C'est aussi le lieu de se poser la question de l'équité territoriale. Pour terminer, la CFDT souligne le bien fondé de la proposition, page 29, sur la gouvernance associative. Faire de la gouvernance un objet à part entière, afin de formaliser le fonctionnement, l'organisation, les responsabilités entre bénévoles et salariés. Faire vivre les statuts, c'est aussi faire les AG statutaires, faire vivre les CA, les bureaux, associer les adhérents. Les pouvoirs publics ont une part de responsabilité sur la vérification de la conformité aux règles élémentaires de la loi 1901. Cela éviterait notamment nombre de conflits qui se retrouvent trop souvent prud'hommes avec des salariés, par ailleurs, peu présents dans le rapport. Enfin, nous souhaitons aller plus avant sur les conséquences de l'ubérisation, de l'irruption du numérique sur la vie associative, et notamment sur l'omniprésence des réseaux dits sociaux qui bouleversent les modes de mobilisation, d'information et d'engagement en les virtualisant au maximum. La force des associations, c'est la qualité de la rencontre, de la démocratie, du projet porté, de la durée. Encore faut-il les rendre visibles et attractifs. Cette question est posée à nous tous. Le grand intérêt de cette communication pertinente et instructive est aussi d'ouvrir des pistes de travail qui ne devront pas se perdre dans une fusion qui ferait oublier la fonction première du Césaire. Produire des idées et des suggestions d'action crédibles et opérationnelles
dans un climat le plus apaisé possible. Merci. Jean-Claude, Pierre, Alexandre. Oui. Merci, Président. Tout d'abord, je voudrais joindre aux félicitations qui ont été adressées au groupe qui a travaillé là-dessus et notamment à la rapporteure qui a présenté cette communication avec beaucoup de brio. En concertation avec mes collègues du Collège 3, je voulais attirer l'attention de l'Assemblée sur la nécessité qui a été soulignée de bien affirmer le besoin d'identification des associations existantes et vivantes. Parce qu'on connaît assez facilement les créations, mais c'est difficile de suivre l'existence. Et il semble que la tenue d'un registre des associations serait une bonne solution, que ce soit au niveau régional ou à un autre niveau. L'absence de connaissance de l'existence des associations est préjudiciable à leur reconnaissance, à leur valorisation et notamment à leur identification par secteur d'intervention. Ça a déjà été souligné dans le cadre du rapport. Je voudrais aussi insister sur l'importance de la recommandation du rapport relative au recours aux subventions pour permettre de soutenir effectivement la vie associative et son fonctionnement qui repose, ça a été souligné, sur des principes démocratiques et bénévoles et qui sont le fondement même de ces organismes. Ces subventions, ça a été également souligné, sont à distinguer du recours aux appels d'offres, appels à projets ou autres dispositifs qui, eux, ont tendance à banaliser les opérateurs appelés à réaliser les prestations de services ou les autres productions qui peuvent être fournies par ces associations ou par d'autres opérateurs. Enfin, pour terminer, je voudrais insister sur la place des associations dans le secteur de l'économie sociale. On a eu la reconnaissance de l'économie sociale par une loi. Le secteur de l'économie sociale est un secteur qui participe très largement, ça a été également souligné avec ses spécificités, à l'économie globale. Et il est absolument fondamental de permettre aux associations de conforter leur rôle d'acteurs économiques, doublé d'un rôle d'animateur et d'innovateur social au service de l'humain et de la citoyenneté. Et je pense que la vitalité associative est à ce prix. Je vous remercie. Merci Pierre. Françoise Bévalo. Merci. Mon intervention ne portera pas directement sur la communication que nous avons eue cet après-midi, puisque tant les interventions de Daniel que celles de Pierre, je pense, résument bien notre position. Je voulais simplement peut-être faire un commentaire général sur l'organisation du rendu des travaux de chacun des trois groupes, numérique, orientation et vie associative. Je pense qu'il aurait été pertinent de généraliser l'intervention de ce qu'on pourrait appeler un conférencier ou plus exactement un grand témoin en plénière, me semble-t-il. Pourquoi ? Parce que je suis persuadée que de bénéficier de l'expérience, des réflexions d'une personne extérieure particulièrement impliquée, de bénéficier d'un regard donc extérieur porté sur nos travaux, et cela en plénière permet d'ouvrir, d'élargir le débat et donc d'enrichir nos travaux et aussi d'en favoriser la diffusion. Et je le dis d'autant plus que je viens d'écouter l'excellente présentation de Brigitte et je trouve justement qu'il aurait été extrêmement intéressant d'avoir en regard une intervention extérieure pour nourrir pleinement le débat sur les travaux qui nous ont été présentés cet après-midi. Alors j'insiste et je félicite vraiment Brigitte par sa présentation, excellente tant dans sa forme que dans son contenu. Oui, Françoise, je te réponds à ton interpellation. C'est la première fois avec la restitution de la communication sur le numérique que nous aurons justement un intervenant en la personne de Laure Belot qui a écrit cet ouvrage sur la déconnexion des élites,
Donc ce sera une première. Donc voilà, il faut une première et nous avons décidé qu'il y aurait cette première. On peut toujours regretter que les choses ne se soient pas faites précédemment, mais ça va se faire. Et comme ça a été signalé et souligné tout à l'heure, ce travail, c'est un premier travail. Nous devons mettre le pied dans la porte Bourgogne-Franche-Comté pour justement perpétuer ces travaux sur la vitalité associative dans le cadre de la Bourgogne-Franche-Comté. Et à ce moment-là, je suis prêt à accueillir toutes les propositions que vous ne manqueriez pas d'avoir et de porter à ma connaissance d'intervenants extérieurs qui puissent nous apporter leur regard. Merci d'avance, Françoise, pour toutes celles et tous ceux que tu me proposeras. Sylvain Marmier. Oui, merci, Président. Deux réflexions. La première, comme ça a été rappelé, que la qualité de la présentation n'a d'égal que les qualités des réflexions qui sont dans ce contenu. Et comme j'aime bien Brigitte, je vais la taquiner un petit peu parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'a choqué sur la forme. Quand tu as parlé du crowdfunding, tu as dit que c'était une charité publique. Je n'ai pas du tout cet avis-là. Je pense que ça a été un dérapage dans le vocabulaire, mais tu t'es rattrapé à la fin parce que tu as dit dans un des slides que les associations devaient compter sur le financement alternatif et participatif, dont j'apprécie davantage la définition que celle du début. Moi, je voulais juste dire que les associations ont un rôle extrêmement important sur le territoire, sur tous les territoires, notamment les territoires un peu lointains et isolés, et donc elles ont un rôle important. Mais je voudrais faire un lien entre deux choses importantes que tu as dit, non pas la crise du bénévolat, mais la crise de l'engagement, et à la fin, une des lignes importantes du dernier slide, la faisabilité des projets. L'engagement et la faisabilité des projets. Et tout ça pour dire qu'on est dans une situation où tu as rappelé que les dirigeants ont souvent une posture désintéressée dans un modèle non lucratif, ce qui est juste, mais ça porte quelquefois en soi le germe de l'échec. Et si le très très grand nombre d'associations vont bien, travaillent bien et sérieusement, un certain nombre d'entre elles manquent d'un certain nombre de garde-fous en matière de management, en matière de finances, en matière juridique, dont elles ont cruellement besoin dans le contexte extrêmement difficile actuel, mouvant, de plus en plus aléatoire, et dans un contexte que vous avez décrit où le financement public, qui représente une part extrêmement importante, 72% des budgets des associations, va devenir discutable. Donc je dis juste que dans ce contexte-là, plus que jamais, je soutiens votre idée de l'évaluation des projets, de l'ingénierie de projet, cette notion d'évaluation, d'analyse, d'état des lieux, de comment on travaille en synergie, on mutualise, de comment on fait des fonds propres demain, parce que ça manque cruellement dans beaucoup d'associations, les fonds propres. Et c'est le travail qu'on a mené dans la commission finance ces dernières années qui nous a montré que les entreprises en souffrent, mais les associations encore plus. Et comment on sécurise l'emploi, l'activité, comment on arrive à stabiliser un modèle économique, certes qui quelquefois est rendu compliqué parce que les associations opèrent des fois dans des situations où elles apportent un service public sur lequel la collectivité territoriale, les collectivités territoriales doivent soutenir un minimum. Mais en tout cas, c'est toutes ces questions-là qui me sont venues au fur et à mesure de l'écoute, parce que je crois que c'est peut-être un des points qui n'a pas été assez, en tout cas, mis en évidence comme un point de fragilité des associations. Voilà. Mais je salue vraiment la qualité du travail, j'y ai beaucoup apprécié. Merci Sylvain. Alors, le tandem, réaction par rapport à ces remarques, ces propositions bienveillantes.
Oui, je crois que c'est surtout ça. Ce sont vraiment des propositions bienveillantes et qui vont faire évoluer aussi ce premier document. Je crois qu'il faut le prendre, et on l'a dit, on est loin d'avoir travaillé sur l'ensemble du monde associatif. On n'a travaillé que sur une petite partie. Et ça prouve qu'il y a vraiment encore des choses à faire, qu'il y a encore des questions qui n'ont pas été posées. Effectivement, c'est vrai qu'on a peut-être pas suffisamment répondu sur cette partie de fragilité du monde associatif, de stabilisation des associations. Ceci dit, je crois que ça va se faire au travers de propositions qui ont été faites, qui sont effectivement la coélaboration des travaux en amont. Quand on travaille un budget ou quand on travaille ces plans de financement avec les financeurs, avec les partenaires, c'est peut-être déjà un tout petit peu plus simple. Quand Brigitte a insisté sur tout ce qui était bilan, sur tout ce qui était évaluation, et rien que le fait de se dire, quand on construit un projet, on va vers une évaluation, on va vers un bilan, et on l'acte dès le départ du projet, on construit également son projet autrement. Et c'est dans ce sens-là également qu'il va falloir évoluer, pas évaluer. Il va falloir évoluer pour évaluer, on va dire ça comme ça, dans l'avenir et dans le monde associatif. En tout état de cause, moi, j'aimerais vraiment dire une chose, c'est que c'est un sujet qui a passionné non seulement Brigitte, ça on l'a vu dans le retour, mais je crois que c'est un sujet qui a vraiment intéressé tout le monde. Et Dominique, tu parlais de pièges qui pouvaient être présents, et je crois que même si j'en avais un petit peu peur au départ, franchement, on ne s'est pas posé la question une seconde, je pense, en commission, parce que tout le monde travaillait dans le même sens. Tout le monde a travaillé avec une expérience associative. C'est peut-être aussi l'avantage qu'on avait dans notre public, c'est que tout en ayant des personnalités très diverses, on avait tous une expérience associative, et on avait tous conscience qu'il faut que les choses changent, qu'il faut que les choses évoluent, que l'association est un élément essentiel du monde actuel, de la société telle qu'elle est aujourd'hui, et que on se l'est souvent dit, si demain il n'y a plus le monde associatif qui rassemble tout le monde à un moment ou à un autre, alors pour des causes diverses et variées, mais on perd une énorme richesse sur le terrain, et on perd une énorme richesse humaine, tant en termes d'engagement qu'en termes de dons vers les autres. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Mais je crois qu'effectivement, il y a encore énormément de travail à faire sur ce monde associatif. La communication, je pense, était le bon support pour faire ce premier pas. Maintenant, reste à voir comment on va transformer l'essai. On est en pleine période de Coupe du Monde de rugby. Voilà comment maintenant on va transformer les choses, et comment on va le faire évoluer en Bourgogne-Franche-Comté dans les mois qui viennent. Moi, par rapport à ce que les associations portent en elles-mêmes, la graine de l'échec, ça m'interpelle, parce que je m'interroge un peu sur l'histoire, et je me demande si les entreprises familiales ne portaient pas en elles-mêmes la graine de l'échec. Parce qu'on est un peu sur le même propos, en fait. Je crois qu'il y a eu des mutations, dans ces deux cas d'espèces, des mutations économiques, qui ont nécessité un nouveau regard et une nouvelle gouvernance, qui était indispensable pour faire face au monde qui lui-même avait changé. C'est le cas des associations, comme ça a été le cas de certaines entreprises familiales à un certain moment. Je crois, moi, que la question n'est pas est-ce qu'on n'a pas de garde-fou du management. Je crois que les associations sont de plus en plus interpellées sur cette question-là, s'y intéressent de plus en plus. Mais je dois dire que je suis quand même moins interpellée par le fait qu'on ne s'intéresse et on interroge dans cette problématique-là que les élus.
Or, je rappelle que toutes les associations ont des directeurs. Et que les directeurs, souvent, dans certaines associations qui sont très anciennes, sont arrivés dans l'association dans les années 70, au moment où tout allait bien, c'était le bel âge, et donc sont entrés sur des principes de fonctionnement collaboratif, où on est tous bien ensemble, etc., et n'ont pas su toujours non plus modifier leurs problématiques. C'est bien pour ça que dans la communication, on parle aussi de formation, et de formation croisée, où l'on devrait mettre ensemble les salariés qui dirigent les associations et les élus de ces associations pour s'interroger sur une gouvernance collaborative productrice de compétences et d'équilibre à l'intérieur de l'association. Donc je crois qu'il y a peut-être quelque chose, mais je pense que c'est en route. Et par rapport au fonds de... Comment tu as appelé ça sur l'argent, les fonds de... Les fonds propres. Alors les associations franc-comtoises, on s'est rendu compte que beaucoup d'associations franc-comtoises avaient des fonds propres. Il faut savoir que c'est difficile pour une association d'avoir des fonds propres et puis de thésauriser comme ça, parce que souvent, quand on rend compte de nos budgets, on nous dit, tiens, il vous reste un petit quelque chose, et bien on vous l'enlève de votre subvention. Donc on n'a pas intérêt à ce qu'il nous reste quelque chose. C'est un peu comme quand on disait qu'on brûlait l'essence à l'armée à la fin d'un exercice, parce que sinon on n'aurait pas la même chose. Les associations, c'est un peu pareil. Donc à un moment donné, il est très difficile de respecter cette injonction. Il faudrait des fonds propres, mais si vous avez des fonds propres, on vous diminue ce qu'on vous donne. Donc ça, c'est quand même, ça a été quand même un petit souci. Maintenant, beaucoup d'associations avaient des fonds propres, et on s'est rendu compte que actuellement les budgets sont équilibrés avec le recours à ces fonds propres, et que ça ne va pas durer 20 ans. C'est-à-dire que la crise de certaines associations, là encore, devant nous. Elle n'est pas encore arrivée. Mais je suis d'accord, il en faut. Et dans les préconisations et dans les nouveaux textes, on peut avoir des excédents. Et puis, voilà. Et la région entend bien, je crois, maintenant, ce genre de choses. Merci. Michel Fèvre-Picon. Et puis Robert Kriel ensuite. Oui, juste un mot de la CGT qui remercie la Commission qui a travaillé sur cette communication et qui a rendu ici un document compilant de nombreuses informations intéressantes. Dans notre commentaire, nous nous limiterons aux interrogations qui sont pointées dans la conclusion. La crainte que nous pouvons entrevoir, ce sont les fusions de structures, la volonté de faire des économies d'échelle, et donc la fusion des régions peut poser problème dans ce dispositif-là. Tout cela étant dû notamment à des financements de plus en plus contraints. On peut penser d'ailleurs que cela a déjà commencé dans les PEP, dans les ADAPI, dans les associations d'aide à domicile. La fusion Bourgogne-Franche-Comté pourrait donc aggraver cette situation avec le risque de perdre les ancrages locaux dans tous les territoires de la région. C'est d'ailleurs ce qui est pointé en conclusion et que nous relevons. Merci. Merci Michel. Robert Kriel. Ah, il y en a deux maintenant. Non, deux, trois mots pour vraiment remercier le groupe et puis le rapporteur, parce que cette information est très intéressante. Ce qui a très bien été dit au départ, c'est qu'on travaille vraiment, le travail qui a été fait sur les associations de moyenne taille. J'entendais Sylvain qui disait il faut être vigilant, les associations doivent être prudentes au niveau de leur gestion et tout. Il y a deux sortes d'associations. Il y a les associations de bénévoles, tu en as très bien parlé, qui gèrent le rassemblement de personnes qui se mettent en association pour porter un projet, quel qu'il soit. Un projet n'est pas spécialement un projet qui peut être, entre guillemets, rentable. Un projet, c'est de dire, nous avons découvert un problème, quel que soit le problème, et une association de personnes se met ensemble pour pouvoir essayer de le résoudre. Les grosses associations qui dépassent des centaines de salariés dont je fais partie, nous avons des sièges sociaux, des directeurs administratifs et financiers, nous avons des ressources humaines, nous sommes largement une entreprise. Mon association est largement supérieure à nombre de PME, PMI de la Franche-Comté.
il ne faut pas tout mélanger. L'association a quelque chose de merveilleux, c'est que des personnes différentes peuvent se retrouver pour porter un projet. Et là où je n'étais pas trop d'accord, mais non pas avec ce qui a été dit dans le rapport, mais au niveau de l'appel à projet. Je me bats personnellement contre l'appel à projet, parce que je pense que c'est quelque chose qui est descendant. Certaines collectivités, dont pour nous dans le secteur sanitaire, l'ARS par exemple, définit qu'il y a un problème et dit je vais faire un appel à projet, et n'importe qui, entre guillemets, je dis bien n'importe qui, pas n'importe quoi, mais n'importe qui peut y répondre, aussi bien localement ou nationalement. Et là, ce n'est plus du tout la décision de voir qu'il y a un problème pour que des gens se fédèrent pour y travailler, mais on n'est ni plus ni moins que des organismes qui répondent à une commande d'une institution régionale, départementale, régionale ou d'État. Et l'association, elle est fragile de ce côté-là. Comment faire pour qu'on puisse exister avec notre fibre associative? Et je pense que la Franche-Comté est très bien placée quand même dans cette logique utopiste, hein, où on doit répondre à des besoins. Et cette demande également pour les très grosses associations d'être des vrais gestionnaires. Une association peut gérer 30, 40, 50 millions d'euros sans problème. Mais ça se gère avec un esprit de gouvernance qui est un rassemblement de personnes qui veulent travailler ensemble dans un même sens. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a des salariés pour exécuter les décisions d'une gouvernance. Voilà. Merci Robert, l'unique. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, je vais mettre cette communication aux voix, donc qui sera une première étape pour un approfondissement dans le cas de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis après le vote, je donnerai la parole à Pierre Grosset pour qu'il nous fasse part de ses réflexions par rapport à ce travail. Alors, qui approuve donc cette communication? Qui est pour? Enfin oui, d'habitude. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc qui est pour? Vous voyez, j'allais droit au but. Je sentais bien qu'il y aurait une unanimité. Donc qui est pour? Bien, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup et merci pour le groupe. Merci pour le tandem. Merci encore à vous. Pierre, vous pouvez rester là, hein, Brigitte et Caroline. Oui, bon, d'abord bonjour à tous parce que je suis un peu rentré comme un sauvage et je n'ai pas dit bonjour à tout le monde et je m'en excuse. Je viens comme vous sans doute de découvrir ce rapport, hein. Je n'avais pas du tout eu entre les mains et donc je tiens tout de suite à féliciter les personnes tout le groupe de travail qui a traité ce problème ainsi que toutes les personnes qui ont participé. C'est vrai que la vie associative, c'est pas au départ une compétence spécifique du conseil régional. En plus, vous avez pu voir que dans les budgets concernant les associations, ça représente que 3%. Et c'est vrai que, à la limite, mon premier regret, ça serait de dire que face à ce travail qui a été fait, tous les autres interlocuteurs que l'État, le département auraient dû être là pour entendre ces propos qui s'adressent beaucoup plus à l'ensemble des collectivités et à l'ensemble des participants plutôt que simplement au conseil régional. Je vais simplement revenir sur une chose qui me paraît importante, c'est que le secteur associatif, et je regrette que ce n'ait pas été dit plus fort, appartient complètement à l'économie sociale et solidaire. C'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui en tant que délégué à l'économie sociale et solidaire. C'est un acteur qui est complètement inclus dans l'économie sociale et solidaire. Il représente à lui seul 80% du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, qui dit économie sociale, dit aussi économie solidaire, dit à la fois gouvernance et économique. Économique, et je crois que les propos ont été repris aussi par Sylvain Marmier, c'est qu'on tombe dans deux systèmes associatifs, et ça a été redit, à la fois la petite structure qui n'a pas de salariés, et inversement la structure associative qui est employeur, et comme tout employeur a des droits et des devoirs, mais aussi des devoirs par rapport à répondre parfois à des appels à projets, etc. Souvent,
on nous dit, par rapport aux subventions, mais ah oui, les subventions, le secteur associatif, les collectivités se désengagent. Au niveau du conseil régional a été mis un certain nombre de procédures. Et souvent, ces procédures permettent, dans un sens, une forme d'équité. Et très souvent, on retrouve le monde associatif qui nous dit « ben oui, mais moi j'aurais bien demandé une aide, mais tu comprends, je ne rentre pas tout à fait dans le cadre de la procédure. Est-ce que tu ne pourrais pas intervenir pour que j'ai une aide quand même ?» Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, le monde associatif réclame souvent effectivement de l'équité, et de l'autre côté, quand on met en place des procédures, essaye d'échapper, mais c'est aussi parfois le monde de l'entreprise. C'est généralement le monde économique. Quand on met des procédures, ils essayent toujours de dire il faut des procédures, et une fois qu'il y en a, ben, on essaye un peu de... Hein, il faut des règles, mais si on peut dépasser les règles de temps en temps. J'ai apprécié effectivement dans ce rapport la part belle qui est faite au Conseil régional, en ce sens que effectivement nous sommes une des régions qui, je ne sais pas s'il y en a d'autres, qui vient de signer la charte des engagements réciproques avec l'État et le mouvement associatif. Et donc ça, c'est quand même une avancée. Et je crois que dans la perspective de la fusion, ça sera une de nos volontés de faire en sorte que cette charte se décline au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. On peut aussi se rappeler que depuis un certain temps, au niveau du Conseil régional, s'est mis en place, et ça a été dit, la commission régionale consultative, la conférence régionale de la vie associative, par le biais aussi du salon d'affaires, un certain nombre de secteurs associatifs a pu exposer ses savoir-faire, a pu aussi vendre ses savoir-faire. Donc je pense qu'à ce niveau-là, à la mesure de nos capacités et de le Conseil régional a répondu un peu aux demandes du secteur associatif. Il faudra sans doute aller plus loin, et c'est vrai que les questions qui ont été posées me semblent intéressantes. C'est la notion de se dire de mutualisation. Comment on fait aujourd'hui pour mutualiser? Dans le monde de l'entreprise, on s'aperçoit que beaucoup de gens mutualisent. Parfois, dans le monde associatif, que je connais un peu, on a un peu de mal à se mutualiser. Les grosses structures vont se mutualiser parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble et ils se disent si on est ensemble, on est plus fort. Mais souvent, les petites structures ont tendance à vouloir garder leur précaré, et là où il faudrait qu'ils mutualisent à la fois leurs services, leurs compétences, eh bien, il y a un peu de frein. Et donc, à nous de voir ensemble comment on peut aider à leur dire qu'il ne faut pas avoir peur de mutualiser pour être plus fort, pour bénéficier de cette intelligence collective et coopérative. Je crois que la mutualisation n'enlève rien à cette intelligence participative, comme je l'appelle, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on perd notre pouvoir d'initiation. C'est pareil pour les deux régions. C'est pas parce qu'on va être ensemble qu'on va perdre notre pouvoir d'innovation. Je crois aussi que par rapport aux préconisations, tout ce qui était sur le portail commun, aujourd'hui, surtout le secteur économique et auquel toutes les associations ont droit, sur le portail économique, toutes les structures peuvent avoir droit aux mêmes aides. Donc ce portail, il existe. Hein, il faut parfois, effectivement, et là, je suis d'accord avec vous, sur les fonds européens, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'aujourd'hui, au niveau du Conseil régional, il y a les interlocuteurs qui sont quand même à disposition, je dis bien à disposition du monde associatif pour les aider à faire ces recherches pour les fonds européens. Le dernier point que je voulais évoquer, c'était le problème de la gouvernance et de la formation. Effectivement, on se doit d'accompagner au niveau d'un conseil régional, et je pense que vous avez déjà entendu Sylvie Laroche là-dessus, à la fois aider à former les bénévoles, mais aussi à former les dirigeants de structures associatives. C'est vrai qu'on arrive aujourd'hui, quelqu'un a dit dans les années 70, les dirigeants des années 70, j'espère pour eux aujourd'hui qui font valoir leur droit à la retraite, mais l'idée aussi, c'est d'amener des nouveaux dirigeants. Et les nouveaux dirigeants, il faut les aider à les former. Parce que parfois, inversement, ils auront la culture de la gestion d'entreprise quelque part, mais ils n'auront pas forcément la culture de la gestion de la vie associative. Donc il y a un mix à trouver, et peut-être qu'il
il y aurait peut-être quelque chose à inventer demain sur ce type de formation. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, apprendre à coopérer ensemble. C'est vrai que c'est important aujourd'hui pour pouvoir effectivement répondre à certains appels à projets, mais surtout au niveau des gouvernances territoriales, pour avoir une reconnaissance au niveau de toutes les collectivités. Eh bien, se regrouper à des moments, c'est intéressant. Et donc, arriver, et je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de collectivités locales, il y a quand même des rencontres de tout le secteur associatif qui prend l'habitude de se rencontrer. Donc, bravo à vous. Bravo aussi au secteur associatif pour son imagination. Moi, j'ai un peu une crainte par rapport au réseau Internet qui, aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour le crowdfunding, etc. Mais j'ai peur que le réseau Internet, aujourd'hui, casse un peu la vie associative en disant... c'est moins engageant quand on balance une idée sur le réseau et puis voilà. Donc on a aussi un devoir à garder et ça a été dit et redit, c'est que les acteurs de la vie associative, c'est des acteurs territoriaux. Sur n'importe quel petit village, il y a une petite structure. À nous, et je pense que c'est aussi à nous les élus en liaison avec tous les citoyens, à faire en sorte que le mouvement associatif perdure, mais il doit, pour perdurer, il n'y a qu'une chose, c'est effectivement aujourd'hui se professionnaliser. Les apports, on peut les trouver, les apports grâce à différents systèmes. Franche-Comté Active et d'autres structures sont là pour aider les structures associatives à aller rechercher des fonds propres, à aller rechercher... Il y a de l'apport associatif qui peut arriver par Franche-Comté Active. Enfin, il y a des pistes. Il faut surtout, et je crois que c'est ça la communication que vous avez fait, qu'il faudrait rendre public, faire en sorte que le secteur associatif n'ait pas peur de se montrer. J'ai participé il y a 15 jours à une rencontre organisée par le mouvement associatif. Il y avait, je trouve, très peu de personnes. C'était un samedi après-midi et voilà. Voilà. Merci Pierre. Donc dans votre dernier item s'agissant de la crainte par rapport à Internet, au numérique, je vous invite à venir assister à nos travaux de restitution le 24 novembre, si vous êtes disponible. Vous êtes en pleine campagne? Oui, justement, ça vous donnera des éléments supplémentaires de réflexion et de proposition, je n'en doute pas. Simplement un rappel des prochaines réunions. Donc notre séminaire conjoint Bourgogne-Franche-Comté le 21 octobre, à partir de 9h30 à la Chambre de commerce, bâtiment à Villarceau. Deuxième rendez-vous, la séance plénière du 3 novembre, alors sans doute la journée, mais ça vous sera reprécisé en fonction des rapports que nous soumettra l'exécutif, et suivi de la communication donc sur l'orientation. Et puis le 24 novembre, séance plénière, donc de présentation de la communication numérique, suivi des entretiens croisés, donc dernière édition pour cette année, et on verra l'année prochaine dans le cas de Bourgogne-Franche-Comté si l'on tient toujours cette initiative que l'on pourrait soumettre à nos collègues de Bourgogne. Et compte tenu du fait que cette plénière est suivie par les entretiens croisés, nous tiendrons cette plénière l'après-midi du 24 novembre, donc dans l'amphi de l'UPFR. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions diverses, je vois qu'il y a des interrogations, non? Marie-Claire, non? Tout est clair? Bien. Eh bien, écoutez, bonne soirée à vous et puis merci pour cette participation active tout au long de cette journée.